Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire qui est aujourd'hui consacré au développement de vos capacités en leadership humanitaire. Merci d'être présents nombreux et nombreuses, de vous être inscrits pour assister à ce webinaire sur lequel nous allons avoir 1 heure ensemble pour vous présenter à la fois les institutions qui portent ce cursus et puis rentrer avec vous dans le détail de ce que recouvre ce cursus, son historique, son articulation, et puis aussi avoir le partage des diplômés d'itération précédentes. J'en profite pour remercier les 3 diplômés d'itération précédentes qui sont avec nous aujourd'hui et avec lesquels nous serons ravis d'échanger tout au long de l'heure à venir. Alors, quelques informations d'un point de vue un petit peu contextuel. Ce webinaire, il s'inscrit à la fois dans un cycle plus large de conférences que le Center for Humanitarian Leadership et Action contre la faim ont mené depuis le mois de mai en partenariat avec Alternatives Humanitaires, qui sont des webinaires d'actualité sur le secteur et que vous allez retrouver sur les 2 sites du Center for Humanitarian Leadership d'une part et puis sur Alternatives Humanitaires d'autre part. Aujourd'hui, on a eu l'occasion, dans le cadre de ces webinaires, d'aborder les questions relatives à la localisation, la désoccidentalisation de l'aide humanitaire, également sur l'impact du changement climatique sur les opérations humanitaires, et puis un 3e webinaire d'actualité humanitaire qui aura lieu un petit peu plus tard en septembre. Aujourd'hui, on voulait prendre le temps de revenir et de vous présenter spécifiquement ce cursus sur le leadership humanitaire. Je voudrais également, d'un point de vue plus logistique, on va être sur à la fois une présentation, mais évidemment avoir l'opportunité de répondre à l'ensemble des questions de vous, auditeurs, auditrices, qui certainement, si vous êtes inscrits, avaient des questions ou avaient une curiosité pour ce cursus. Donc, n'hésitez pas, vous avez une fonction qui s'appelle Q et R, questions-réponses, à l'utiliser. On va avoir 2 temps d'échange de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonction Q&R pour poser vos questions à l'écrit, d'utiliser aussi le chat pour réagir dans la chatbox discussion. Les panélistes diplômés des itérations précédentes se présenteront également au fur et à mesure. Et pour ce qui me concerne, je suis donc Ségolène Guillaumard, directrice académique pour le cursus diplôme d'études supérieures en leadership humanitaire. Merci encore d'être présent et présente parmi nous et je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Myriam, si tu veux bien passer à la slide suivante. Alors, ce cursus diplôme d'études supérieures en leadership humanitaire, en quelques mots, il s'agit d'un projet qui est financé par la coopération états-unienne, BHA, qui est rattachée à USAID, et qui est mené en partenariat entre Deakin University, qui se trouve à Melbourne, en Australie, à l'intérieur duquel on trouve le Center for Humanitarian Leadership, qui est un think tank, un centre de recherche dédié aux actualités humanitaires, et puis Action contre la faim, qui est une ONG internationale qui est basée en France et qui fonctionne également en réseau. Ce projet, il inclut des bourses qui sont financées avec le soutien de la Fondation IKEA. Alors, rapidement, peut-être en historique, la raison originelle de ce cursus, elle date de 2010-2012, qui est la période à laquelle plusieurs d'entre vous connaissez sans doute l'état du système humanitaire, qui est un rapport qui est réalisé par ALNAP tous les 3 ans sur la situation du secteur. Et dans le cadre de cette première évaluation,
Al-Nap avait recensé au travers de nombreuses interviews le besoin de renforcer le leadership des équipes humanitaires, constatant sur la performance un déficit sur un certain nombre de comportements et surtout une volonté commune, quel que soit, et ça c'était pour la première fois formalisé, le souhait quelles que soient les organisations, quelles que soient les zones géographiques, la volonté de travailler sur cette question du leadership humanitaire comme étant l'une des conditions de l'amélioration des réponses, d'une part, de l'efficience des opérateurs humanitaires et plus largement de l'ensemble du secteur. 2010-2012, c'est ce premier rapport qui est sorti et les suivants vont renouveler cette recommandation de renforcer le leadership dans le secteur tout au long des rapports qui vont suivre et qui sont publiés tous les 3 ans. Deakin University et Center for Humanitarian Leadership ont décidé de se saisir de ces constats pour développer ce cursus, à la fois en tirant profit de la partie académique, de son assise académique, et en même temps de monter ce cursus en collaboration avec des ONG expérimentées, anciennes, qui apportent une pratique, une dimension opérationnelle au cursus. Et donc, un premier cursus anglophone a vu le jour dès 2012, et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, la version francophone qui a commencé à être réfléchie et designée à partir de 2014. En 2014, BHA a accepté de financer ce projet qui dure depuis, et donc 2017 correspond à la première itération de ce cursus en francophone. Depuis 2017, nous avons chaque année une promotion qui complète l'ensemble du cursus DESLH. Et nous venons d'achever la quatrième itération. Alors, si l'on rentre un peu plus spécifiquement, Myriam, si tu veux bien passer à la slide suivante, le cursus académique. Alors, ce cursus, il a été, je le disais, monté à la fois avec une volonté de travailler sur la robustesse académique, donc d'être capable de proposer un cursus qui soit diplômant et donc de niveau d'équivalence Master 1, et à la fois de reposer, de s'articuler sur 2 autres éléments qui sont les éléments de mise en situation, de mise en pratique pour des acteurs humanitaires, et également sur un volet de développement personnel sur lequel on reviendra plus tard. Vous voyez ici un diagramme qui présente la structuration du cursus sur les 8 mois que dure le diplôme d'études supérieures en leadership humanitaire. Il a été décomposé en 4 unités et de manière progressive. On a une première unité qui est une sorte de réintroduction au monde humanitaire. Cette unité, elle va réaborder les principes humanitaires. On va réaborder dedans la question des acteurs humanitaires qui sont compris dans cette appellation générique d'acteurs humanitaires. Et puis évidemment, à l'heure actuelle, avec l'ensemble des défis auxquels est confronté le secteur, d'aborder aussi le futur de ce secteur humanitaire et comment il compose aussi avec un écosystème bien plus complexe que uniquement les seuls acteurs humanitaires au sens strict, mais il va composer aussi avec un écosystème beaucoup plus complexe et des acteurs avec lesquels il va évoluer. Donc, durant cette unité, on introduit ou on réintroduit les principes et puis on pose un peu les jalons des différents acteurs. L'unité 2, elle permet de à la fois exploiter les connaissances ou nouvelles acquisitions de l'unité 1 pour travailler son leadership humanitaire. C'est la première fois au cours de cette unité 2 qu'on va véritablement aborder la question du leadership
et on va pour ce faire utiliser une matrice. Cette matrice est une matrice qui porte sur les comportements de leadership. Alors vous me direz, OK, une matrice, mais exactement de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'une matrice qui va recenser 6 grands comportements de leadership et un certain nombre de valeurs et principes que l'on souhaite promouvoir au sein du secteur. Ces 6 comportements, comment ont-ils été choisis? Tout simplement sur, à la fois de l'existant, c'est-à-dire que si on parle de leadership, je pense qu'on sera beaucoup à avoir en écho le leadership dans le secteur privé. Business Harvard Review, on va avoir dans le monde de l'entreprise, beaucoup cette référence au leadership. Alors, on prend évidemment, il y a énormément de choses extrêmement positives issues du secteur privé. On prend ce qui existe du secteur privé et ensuite, la raison pour laquelle on spécifie humanitaire, c'est qu'on a voulu un cursus qui soit adapté au profil des acteurs humanitaires, au contexte et aux situations auxquelles vous, en tant qu'acteur humanitaire, vous allez être confrontés. Et on a recensé ainsi 6 grands comportements sur lesquels on travaille tout au long de ce cursus académique. Cette deuxième unité, je reviendrai ensuite sur les modalités spécifiques, elle se poursuit avec une troisième unité où là, on revient sur davantage le travail sur les connaissances, donc leadership, mais appliqué aux opérations humanitaires. Et donc, on va utiliser l'actualité du secteur et revenir sur des sujets qui vont aller des enjeux, par exemple, d'urbanisation et comment le leadership dans les contextes urbains peut s'incarner. Est-ce qu'il s'incarne de la même manière qu'en contexte rural? Est-ce qu'il y a des spécificités à prendre en compte? Comment optimiser, rendre plus efficientes ces opérations en zone urbaine? Avec évidemment des illustrations diverses. On va aussi aborder les questions géopolitiques ou bien de stratégie humanitaire. Cette unité 3, elle sera suivie de la quatrième et ultime unité qui sera la démonstration du leadership humanitaire, c'est-à-dire qu'à l'issue de ces 8 mois, le cursus vous permet, en tant qu'acteur humanitaire, de démontrer votre leadership humanitaire. Et donc là, de nouveau, on est sur une unité pratique qui travaille à la fois des aspects collectifs et aussi des aspects personnels de votre propre leadership, du leadership que vous voulez incarner, que vous voulez porter. C'est l'ensemble de la séquence, donc l'ensemble de ces unités, elles se déroulent sur 8 mois. Une fois que cela est dit, l'unité 1 et l'unité 3 sont des unités, c'est précisé, qui sont dispensées en ligne et à distance et qui s'étalent chacune sur 11 semaines. Alors, vous allez me dire 11 semaines de manière continue? Non, c'est sur 11 semaines à raison approximativement de 10 heures de travail personnel par semaine et cela inclut évidemment de la lecture bibliographique parce qu'on tient compte des actualités de la recherche, des études académiques et de pouvoir aussi vous apporter et nourrir ces connaissances académiques et puis aussi d'avoir une séance hebdomadaire qui va aborder un sujet où là, l'ensemble de la cohorte se retrouve pour échanger et discuter. Ça inclut aussi, dans ces 10 heures, le travail personnel à fournir pour des évaluations qui vous sont proposées, 3 évaluations qui sont proposées par unité. Donc, 11 semaines pour l'unité 1 et l'unité 3 à raison d'environ 10 heures de travail personnel pour ces 2 unités. Les unités 2 et 4, elles, sont dites intensives. Intensives parce qu'elles vont être continues, donc elles s'étalent sur environ 7 à 10 jours en fonction de est-ce qu'on est en digital ou en présentiel. Dans tous les cas, elles sont en continu. Et c'est la raison pour laquelle on qualifie ces unités d'intensives, tout simplement parce que vous allez être en immersion pendant ces 2 unités pour pouvoir travailler à la fois en pair sur des travaux qui vont être à la fois du personnel, mais aussi du collectif,
et de pouvoir échanger aussi avec une équipe encadrante. Et donc d'avoir dans ces 2 unités des mises en situation qui vont vous permettre justement d'aller tester, d'aller échanger, de parfois échouer, mais aussi d'aller creuser, de faire preuve de curiosité et d'aller voir un petit peu les pratiques humanitaires, de se confronter aussi aux pratiques des autres et celles qui finalement peuvent constituer un socle de bonnes pratiques pour le secteur. Donc, ces unités, elles vont avoir lieu en digital, c'est le cas pour l'unité 2. Et pour l'unité 4, elle est alternativement proposée soit en présentiel, et dans ce cas-là, elle a lieu par principe au Sénégal, soit en digital. Les 2 versions ont été testées, donc on sait qu'elles fonctionnent. La raison, et vous en doutez bien, la version digitale a été développée pour adresser les contraintes que nous avons rencontrées à l'échelle globale avec la pandémie de Covid-19 l'an dernier. Donc, il y a eu 2 itérations déjà qui ont expérimenté leur unité 4 en digital, sachant que le présentiel était ce qui jusqu'à présent était la norme. Et donc, ce que l'on souhaite à l'avenir, si la situation sanitaire nous le permet, être de nouveau le cas pour l'unité 4 de la prochaine cohorte. Myriam, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, et je m'en arrêterai là pour pouvoir commencer à prendre les premières questions et premières réactions sur cette présentation. N'hésitez pas parce que peut-être certaines d'entre vous ont entendu parler du cursus, d'autres sont allés voir sur le site internet. Ce sont des informations qui justement peuvent être discutées avec les diplômés qui sont avec nous aujourd'hui. L'approche, elle est andragogique, elle est vraiment destinée à un public adulte, elle a été spécialement designée pour cela, et avec une double ambition, à la fois d'être active, d'être engagée, de vous engager et d'être interactive. Et en particulier, bien évidemment, d'être contextualisée au secteur. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas uniquement une question de leadership, mais comment ce leadership appliqué au secteur peut permettre d'améliorer, d'optimiser les opérations qui sont menées actuellement. On alterne pour ça différentes approches, différents dispositifs. Le premier, ce sont des sessions en plénière, en groupe et en individuel. On valorise énormément les échanges entre pairs. Ça fait la richesse aussi du partage d'expériences, de pratiques et également avec le personnel encadrant. Ça repose aussi sur de l'analyse critique de situations et de concepts. Il y a un travail d'autoréflexion. On mise aussi beaucoup sur tout au long de ces 8 mois, quand on parle de leadership, on n'est pas sur des aspects techniques. Ce cursus ne vous apprendra pas à être un meilleur responsable de département eau, hygiène, assainissement, ne vous permettra pas d'être la personne qui va monter tel ou tel budget. Par contre, ce cursus, il va vous demander un travail, un engagement personnel, individuel et une introspection sur l'interrogation, la manière d'interroger ses pratiques, la manière d'ouvrir aussi son champ des possibles sur les manières de faire, sur le travail en collaboration, sur accepter la différence, etc., etc. Et donc, il y a un gros travail qui est fait là-dessus, et je vais passer rapidement la parole ensuite à Camille, qui est particulièrement en charge de cet aspect de développement personnel. Mais en tout état de cause, il y a à la fois le travail sur les mises en situation et aussi on mise beaucoup sur votre engagement personnel et votre désir d'aller un petit peu creuser en vous-même cette réflexion-là et déconstruire un petit peu un certain nombre d'idées reçues sur le secteur. Évidemment, ça passe par des simulations pratiques qui vous mettent en situation par rapport au contexte varié dans lesquels vous pouvez évoluer. Je vais passer la parole à Camille, que je vais laisser également se présenter sur la partie plus, la composante développement personnel et les outils qu'on utilise pour cela, tout au long du cursus. Camille ?
Oui, merci Ségolène. Donc, je suis Camille Lemouchou et je suis responsable du coaching sur ce cursus. Et donc, en effet, une des particularités de ce cursus, c'est un accompagnement personnel, personnalisé des étudiants tout au long du cursus. Et pour cela, on a différentes approches et différents outils, et notamment le coaching. Donc, les étudiants, pendant les unités intensives, l'unité 2 et l'unité 4, sont accompagnés par des coachs pour les aider, les stimuler, les soutenir dans leurs apprentissages et notamment pour faire l'expérience de nouveaux comportements et développer bien sûr leur comportement de leadership. Par ailleurs, les étudiants seront accompagnés par des mentors, et c'est aussi une composante importante de ce cursus et cela continue même après le diplôme. Donc le cursus ne s'arrête pas avec l'unité 4, il y a toute une partie après de développement qui continue, de développement professionnel et personnel à travers le mentorat. Et par ailleurs, on utilise un certain nombre d'outils pour aider à la réflexion, à l'autoréflexion, dont Ségolène parlait tout à l'heure. Donc, par exemple, on utilise le Hogan. C'est un test psychométrique, je ne vais pas m'étendre trop dessus, mais c'est un test qui est considéré un des plus fiables et un des plus représentatifs de la personnalité. Et on l'utilise pour aider à la prise de conscience et à l'autoréflexion pour que les étudiants puissent identifier leurs propres forces et leurs propres faiblesses et ce qu'ils souhaitent développer. Par ailleurs, entre l'unité 2 et l'unité 4, nous utilisons le feedback 360. Alors, certains d'entre vous seront sans doute déjà familiers ou familières avec ce système, mais encore une fois, grâce au retour de l'environnement professionnel des étudiants, les étudiants vont pouvoir prendre tout ce feedback et l'utiliser pour améliorer leur comportement et leurs compétences en leadership. Merci Camille. Je vous propose, je vois que le temps file et du coup, une première question de Florent qu'on prendra ensuite, à laquelle on va répondre ensuite. N'hésitez pas à utiliser la fonction Q et R pour poser déjà vos questions à l'écrit. On va revenir dessus. Peut-être pour permettre aux diplômés aussi de partager leur expérience, et je m'adresse à vous. N'hésitez pas donc, Tidiane, Gisèle et puis Colas qui sont avec nous aujourd'hui, de vous présenter rapidement. Et j'aimerais poser à chacune de vous cette première question, peut-être pour ouvrir le débat sur tout simplement qu'est-ce qui, au moment où vous avez décidé de vous inscrire, qu'est-ce que vous recherchiez à ce moment-là pour vous-même, pour votre carrière, et ce qui vous a amené à candidater pour ce cursus. Je vous laisse les uns après les autres peut-être réagir à cette première question. Et puis Florent, on prendra également ta question ensuite. Euh, Oui, merci Ségolène. Donc, je vais prendre la parole pour répondre rapidement à ces questions. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Colas Rafanoir, je viens de Madagascar, là où je me trouve actuellement. Donc, je coordonne les actions de ASSOS. ASSOS, en fait, c'est une organisation nationale qui travaille, qui collabore avec Action contre la faim depuis maintenant 2016. Donc, on intervient spécifiquement dans le sud de Madagascar, précisément dans la région sud-ouest. Pourquoi est-ce que j'ai suivi à cette formation? En fait, parce que j'avais beaucoup de questions que je me suis posées, comme quoi, malgré les défis inhérents à la conduite d'opérations humanitaires, le leadership jusqu'à récemment fait l'objet de très peu d'attention dans le secteur humanitaire, alors que le leadership inefficace demeure un obstacle majeur à une action humanitaire. Je pense qu'en tant qu'intervenant dans le secteur, certes, on a tous notre bagage, on a tous nos compétences, nos connaissances, nos expériences, mais ces acquis, je pense que ça va nous permettre, est-ce que ça nous permet-il vraiment de se positionner comme un leader et comme un acteur de changement dans le milieu où l'on évolue actuellement?
Donc, ça fait partie des questions où je me suis posé. Aussi, sommes-nous vraiment capables de mener des interventions humanitaires efficaces dans notre écosystème au milieu des impératifs actuels? Est-ce que nous sommes capables de prendre du recul sur nous-mêmes, sur moi-même, de faire une auto-évaluation de mes capacités? Est-ce que je suis vraiment capable de fixer mes propres objectifs dans l'optique justement d'une amélioration individuelle et organisationnelle? Donc, puis finalement, la plus importante, c'est que est-ce qu'on comprend vraiment notre rôle en tant que leader et est-ce qu'on le joue vraiment ce rôle? Et donc, c'est pour permettre d'avoir une réponse à ces questions en fait que je me suis inscrit à ce programme de formation. Merci. Merci, Ségolène. Je vais prendre la parole pour essayer de répondre à cette question. Je suis Tidjane Fall. Je suis actuellement au bureau régional d'IPAM au niveau de Dakar comme officier régional chargé de la coordination civilo-militaire et des questions d'accès en appui au bureau pays de l'Afrique. Donc, la question de Ségolène est une question très pertinente parce que quand je m'inscrivais un peu à cette formation-là, il y avait quelque chose en moi qui disait, en fait, on a passé énormément d'années et on s'est focalisé sur le renforcement des capacités techniques, sur les outils internes techniques, sur la recherche de fonds, sur comment devenir un bon coordinateur, comment devenir un bon chef de base, comment devenir… Mais en fait, il y avait quelque chose qui manquait en moi. Il y avait une petite peur et une petite préoccupation qui, travaillant dans le centre Sahel, c'est que la mutation de l'écosystème allait très vite. Chaque mois, chaque réunion qu'on faisait avec les différents acteurs, on voyait qu'il y avait des nouvelles donnes, besoin d'avoir la capacité d'analyser en perpétuel l'écosystème et de faire face à de nouveaux défis et de faire face à de nouveaux acteurs qu'on ne connaissait pas et qui viennent se greffer dans l'écosystème. Et ça nous challengeait tous les jours dans le travail qu'on faisait et on avait besoin d'affirmation davantage parce que le travail humanitaire était questionné par pas mal de gouvernements, par pas mal d'acteurs et on avait besoin de se ressourcer avec un autre carburant qui n'est pas seulement de la technicité de ce qu'on faisait, mais beaucoup plus comment faire face à ces nouveaux défis, à la complexité de cet environnement-là, au-delà des fonds, au-delà de la technicité habituelle que nous avons. Donc, on avait besoin d'une catégorie de punch, d'une catégorie de leader dans l'interaction avec les autres acteurs, dans la compréhension de notre écosystème qui faisait qu'on devait puiser sur d'autres ressources qui ne sont pas seulement des ressources techniques. Et cette formation de leadership, quand on a commencé les différentes unités, chaque unité qui passait, je me disais, tiens, mais ça, c'est vraiment le ressource et le carburant que je cherchais pour comprendre un peu plus davantage et m'affirmer dans ces nouvelles sphères et dans ces nouveaux écosystèmes qui étaient en mutation, où il y avait beaucoup de challenges, il y avait beaucoup de nouveaux acteurs, il y avait beaucoup de nouvelles donnes qui étaient greffées dans le système auxquelles on n'était pas préparé et auxquelles on doit faire face pour continuer les opérations humanitaires tant au niveau personnel qu'au niveau de l'écosystème, parce qu'on devait faire de nouvelles alliances, on devait considérer de nouveaux acteurs, on devait considérer de nouvelles approches, adapter les choses, faire face à des contraintes, à des défis. Donc, vraiment, c'était ce besoin, cet appétit qui était à la base de l'inscription que j'avais faite et j'avais parfaitement raison de le faire et je suis fier d'avoir fait ça. Merci beaucoup. Bonjour à tous, c'est un plaisir de prendre la parole. Je suis Gisèle Ablas MD et je travaille pour Save the Children, qui est une organisation centenaire et qui travaille vraiment pour les enfants. Pourquoi j'ai fait cette formation?
Ça, c'est une belle question. D'abord, je vais répondre en 3 étapes. Le volet personnel, ensuite le volet structurel et ensuite le volet don aux autres, ce qu'on apporte aux autres. Pour avoir travaillé avec d'autres organisations, j'ai été longtemps dans le développement. Et quand je suis venue travailler à Save the Children, en 2015, c'était une toute autre approche. Et je me demandais à chaque fois, mais quelle était la différence vraiment entre l'humanitaire et le développement? Je me demandais aussi, mais finalement, est-ce qu'on peut vraiment faire de l'humanitaire? Parce que je suis là, je ne vois pas vraiment une grande différence parce que les fonds, il faut toujours compétir pour avoir des fonds. C'est vrai qu'il y a certains fonds propres, mais la majorité des fonds viennent de certains de bailleurs qui indiquent, comme vous savez, qui ont un agenda à pousser, qui ont même des stratégies, qui s'attendent même à une réponse et parfois même qui vous disent où vous devez travailler. Et tout ça, ça faisait beaucoup de choses pour moi et je me disais que c'était le bon moment, maintenant que je suis dans une organisation humanitaire comme Save the Children, de pouvoir comprendre davantage. Et l'autre aspect du volet personnel, je suis personnellement très engagée dans la cause des enfants, dans la cause des personnes. Je suis médecin, donc, mais je me demandais, est-ce que je fais suffisamment? Et j'ai eu la chance, maintenant je rentre dans l'aspect structurel, donc mon organisation Save the Children, d'avoir eu la chance d'avoir des superviseurs qui ont rapidement vu en moi certains talents. Et je me rappelle que mon superviseur de l'époque m'avait proposé cette formation, mais j'ai dit, mais dans mon cœur, je me disais, mais comment il peut me proposer une telle formation? J'ai déjà tel diplôme, etc. Et je n'ai même pas le temps. Je dois conduire un projet, donc je n'ai pas accepté. Et l'année qui a suivi, encore à l'attaque, il a dit, docteur Semdé, vous devez faire cette formation. Mais il avait déjà aussi, c'est vrai que moi j'avais cette envie, mais il m'a encore boosté, il dit, vous devez faire cette formation, vous allez voir. Et je me suis inscrite. Ça m'a permis vraiment de comprendre ce que c'est que le monde humanitaire, comment justement avec toutes ces questions géopolitiques, tous ces agendas qu'on veut pousser, comment on peut rester humanitaire, comment on peut rester neutre, comment on peut rester impartial, comment on peut vraiment faire ce qu'on veut faire pour tout le monde sans distinction de race, de religion, etc. Et vous savez qu'en Afrique, c'est pas facile parce que toutes les discussions, tous nos débats dégénèrent très rapidement sur des volets ethniques. Et j'avoue qu'en termes de géopolitique, de connaissances, ça m'a permis de mieux me redécouvrir moi-même. Tout à l'heure, Camille parlait justement des différents tests qu'on a fait. Pour une petite confidence, quand on nous a donné le programme, j'ai rempli, j'ai autant de questions, etc. Et j'étais très sceptique. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça va donner? Comment à travers de telles questions? Mais je vous assure que quand on s'est retrouvés et qu'on nous a expliqué, c'est comme si on avait donné, je me voyais moi-même à travers un miroir. Et je dis, mais c'est pas possible, c'est vraiment quelque chose de sérieux. C'est-à-dire, je suis tellement, j'aime tellement les évidences que s'il n'y avait pas eu des choses, des éléments qui cadraient vraiment avec, avec ma personnalité, avec ce que je suis, peut-être que je n'aurais pas cru. Mais si j'ai accepté même de parler, de venir à ce webinaire, c'est pour tous ceux qui me connaissent, c'était de dire que c'est quelque chose qui m'a vraiment apporté et on pourra en revenir. Merci. Merci beaucoup Gisèle et pour ce partage sur le Hogan aussi. Merci Tidiane et Colas. Je vous propose que l'on prenne quelques minutes aussi pour prendre les questions des
les autres personnes qui sont dans l'assistance. Je voyais Florent qui posait une question. N'hésitez pas, moi-même et puis Myriam sommes là pour répondre à des questions plus organisationnelles autour du cursus, donc les aspects davantage académiques. On a la chance, et merci à vous trois d'être présents. Si vous souhaitez interpeller l'une ou l'autre des diplômés, n'hésitez pas aussi avec les questions, les interrogations, les réactions que vous pouvez avoir par rapport à la fois au cursus et leur première contribution. Florent posait la question du nombre d'étudiants dont sont composent les promotions. Est-ce que les places sont limitées? Alors, bien évidemment, pour nos promotions, on cherche à limiter dans une certaine mesure le nombre d'étudiants et d'étudiantes qui y prennent part. On est sur des promotions qui, en règle générale, sont à peu près de 45 à 50 au départ. Après, c'est un cursus universitaire qui est diplômant. Donc, toutes les personnes qui s'inscrivent ne sont pas à la fin le nombre de personnes qui sortent diplômées. Mais néanmoins, on est à peu près sur cette taille-là. La raison, elle est évidemment sur une volonté d'être à la fois sur du qualitatif, donc favoriser au maximum les échanges, favoriser donc les plénières comme les sous-groupes, et puis aussi, comme on a un gros volet, une grosse composante, Gisèle revenait sur le Hogan, mais sur la partie plus largement développement personnel, évidemment pour pouvoir accompagner aussi au plus près les étudiants et étudiantes. Par la force des choses, on souhaite aussi limiter la taille des cohortes. Donc, Florent, j'espère que ça répond à ta question. Vous pouvez utiliser, alors je vois qu'il y a des questions aussi, je vais essayer de regarder sur la partie discussion. N'hésitez pas à utiliser Q&A. Djibrine avait une question aussi sur comment développer une stratégie d'action concrète pour le leadership. Alors là, c'est sanitaire. C'est encore plus spécifique comme type de question. On va travailler sur les aspects stratégiques. Comme je le disais précédemment, on ne revient pas sur la technique, ou en tout cas, la technique, elle peut être débattue entre les participants, les participantes, dans le cadre de vos échanges, dans le cadre des forats de discussion. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a des cohortes qui ont et on le valorise énormément, des profils variés. Donc, ça nourrit ces échanges, mais on ne travaille pas spécifiquement sur tel ou tel secteur d'activité. En revanche, bien évidemment, et Djibrine, merci pour la question, les stratégies, c'est évidemment quelque chose sur lequel on revient, et en particulier, l'ensemble de la réflexion, elle vient nourrir la manière dont on va aborder une stratégie. Déjà, à quel niveau on parle de stratégie? Est-ce qu'on est en train de parler d'une stratégie à un niveau institutionnel? Est-ce qu'on parle d'une stratégie au niveau d'un pays, par exemple? Ou est-ce qu'on parle d'une stratégie autour d'une action spécifique de terrain? Donc déjà, débattre de cela, de cadrer un petit peu, et ensuite, à la fois de la méthodologie, et encore une fois, comment d'une organisation à l'autre, si l'on travaille pour une agence onusienne, si l'on travaille pour la Croix-Rouge, ou si on travaille pour une ONG internationale lambda, eh bien, probablement que les stratégies, là aussi, elles prendront des formes un peu différentes. Et ce qu'on valorise, c'est justement ça qu'on débat, particulièrement lors de l'unité 3. Alors, Endonita Zola, j'espère que je n'écorche pas le nom. Merci pour la question. Comment avoir accès à cette formation? Et je prends la question de Yves Kwaku Ngesia qui demande comment s'inscrire. On va y venir sur les aspects un petit peu plus pratiques pour l'inscription sur la formation et la manière de dérouler. Peut-être spécifiquement, Yves, on ne peut pas s'inscrire à une partie seulement de l'unité parce que des unités.
On ne peut pas s'inscrire uniquement à unité 1 ou unité 3. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand je vous montrais tout à l'heure le diagramme et la manière dont le cursus a été construit, on considère qu'on est dans un parcours, on considère qu'on est dans un chemin de développement de son leadership. Et par la force des choses, sur ces questions qui sont d'abord des questions de comportement, d'attitude, de réaction, eh bien, on sait que ça prend du temps. Et donc, on le fait de manière progressive, ce qui explique aussi pourquoi cela s'étale sur plusieurs mois. Et en même temps, c'est diplômant. Donc, on a construit ça, ce cursus, de manière complémentaire. Chaque unité va compléter les précédentes. Et par ailleurs, peut-être sur la partie très pratique et administrative, pour pouvoir accéder aux unités suivantes, il faut avoir validé les précédentes. Donc, pour pouvoir accéder à l'unité 2, il faut avoir validé l'unité 1. Pour pouvoir accéder à l'unité 3, il faut avoir validé les unités 1 et 2, etc. Zola, je garde ta question pour la suite. N'hésitez pas à revenir, et merci Gisèle aussi de réagir, faire confiance au processus. C'est un mantra, c'est vraiment, alors ça fait exactement partie de ce que l'on travaille aussi, ce sur quoi on échange beaucoup durant le cursus. C'est très, ça peut sembler très anglo-saxon à certains, trust the process, comme disent les anglo-saxons. On est vraiment là-dessus parce qu'on est sur accepter de déconstruire. Vous êtes tous et toutes parmi les participants et participantes de ces cohortes, des professionnels expérimentés. On ne va pas revenir sur du cycle de projet, on ne va pas revenir sur ce qu'on considère être le b.a.-ba lorsque on travaille dans le secteur. Par contre, ce que l'on recherche, c'est au niveau élevé de fonction, d'expérience que vous avez acquis, c'est comment on accepte de se remettre en question, de déconstruire, parce qu'on acquiert au fur et à mesure peut-être parfois des idées reçues, parfois une affiliation très forte à une organisation, et comment tout au long du cursus, faire confiance au processus, c'est accepter de sortir de sa zone de confort, c'est accepter d'écouter de manière active et positive et bienveillante les profils et les expériences d'autres personnes qui n'ont pas du tout, avec lesquelles au quotidien on a très peu d'interactions. C'est accepter que d'autres fassent différemment de soi, au niveau personnel, au niveau organisationnel, et comment finalement tout ça peut se retrouver, tout ça peut s'imbriquer, et puis est une représentation aussi de notre réalité. On évolue dans un écosystème où on a toute cette variété, toute cette diversité. Je vois que ça réagit beaucoup. N'hésitez pas, encore une fois, on ne peut pas prendre toutes les questions à l'oral, mais autant que faire se peut, j'essaye de suivre sur les questions-réponses, sur la chat questions-réponses. Alors, Lucille, tu nous poses une question sur la clarté de la présentation et les témoignages très pertinents. La formation dure 8 mois. La motivation peut être grande au départ, au regard des contextes professionnels. Comment, de par vos expériences pratiques, celles et ceux qui ont témoigné, avez-vous pu articuler avec les engagements professionnels pour aller au bout avec succès, aussi bien dans la formation et atteindre des résultats professionnels avec efficacité? Merci Lucille pour une question qui, je pense, fait écho aux interrogations et à la manière dont tous les participants et participantes, je ne crois pas m'avancer là-dessus, se sont posés au moins une fois sur comment je vais réussir à gérer toute ma vie personnelle, professionnelle, universitaire, de concert pendant 8 mois. Qui voudrait, parmi les diplômés, réagir à cette question de Lucille et partager un peu de son expérience? Gisèle. Merci Ségolène et merci Lucie. C'est une très, très bonne question. Je vais commencer par dire d'abord l'engagement et ensuite l'organisation personnelle.
Et si on a ces deux fondements, c'est sûr qu'il y aura des défis. Parce que le programme est intensif. Et à côté de cela, on doit continuer nos activités. Nous sommes des professionnels, on a des objectifs à atteindre, on a des équipes des fois à diriger. Entre nous, il y avait des personnes qui avaient des équipes, etc. On a des équipes à diriger. Et il faut, ça je vais vous dire, il faut faire aussi un peu de sacrifice. C'est important. Moi, je me suis dit, personnellement, quand je commence quelque chose, il faut que j'arrive jusqu'au bout. Et il m'a fallu effectivement d'organiser mon travail de manière très spécifique. Mais dès que la formation a commencé, vous allez vous rendre compte que vous avez un gain particulier. On ne vient pas pour parler de planification, on ne vient pas pour parler de cycle de vie, comment on monte un budget, mais on vient pour se développer et pour acquérir des comportements de leadership. Quel type de leader je suis? Et ça, c'est quelque chose de nouveau qui nous accroche. Et nous discutons avec les autres. Nous avons des coachs, nous avons des séries de lectures, nous avons des simulations, etc. Et tous ces engagements professionnels, moi, au fur et à mesure que je faisais la formation, je les mettais à profit. C'est-à-dire, je mettais à profit les acquis que je commençais à avoir au fur et à mesure, vis-à-vis de mon équipe, vis-à-vis de mon travail. Quand j'apprenais des nouvelles choses, j'essayais en même temps de les mettre en pratique. Donc, ces petites astuces-là, avec l'organisation, ont vraiment permis d'aller jusqu'au bout, d'atteindre les résultats que je m'étais fixés dans mon travail et aussi les résultats en termes d'avoir évidemment ce diplôme-là. Voilà ce que je peux partager avec vous. Merci beaucoup Gisèle pour ce partage. Est-ce que très rapidement, avant de passer à d'autres questions, je vois que ça vient pas mal et puis je voudrais aussi qu'on puisse avancer dans la présentation. Tidiane, Colas, est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait également répondre à cette question qui, encore une fois, est très prégnante au démarrage et peut-être au cours du cursus? Bon, peut-être juste un mot par rapport à ça. Comme Ségolène le disait, c'était une question à laquelle on réfléchit beaucoup à première entrée, quand ça dure 8 mois et que c'est un cursus académique et que comment concilier les deux agendas. Moi, j'ai fait quelque chose de très simple. Hein. J'avais une position très contraignante comme tout le monde. J'étais directeur pays avec une charge de travail extrêmement élevée. Mais avec mon employeur, on s'est dit les choses très clairement. On s'engage dans un processus, on prend des engagements, on veut s'investir parce qu'on veut grandir en termes de leadership parce que le contexte le demande. On s'est organisé et comme disait Gisèle, l'organisation personnelle était quelque chose de très fondamental en termes d'organisation de travail, délégation de tâches, responsabilisation de l'équipe. Au fur et à mesure, on mettait beaucoup de choses en pratique. Il faut savoir déléguer, il faut savoir suivre, il faut être très organisé et aussi trouver cette passion-là. Moi, à chaque fois qu'on faisait une session dans le PLH, tu retrouvais la motivation dans les exemples qu'on donnait, dans les documentations qu'on partageait et dans les discussions avec les autres membres du panel. C'était enrichissant et c'était accrochant et tu trouvais des réponses à des questions qui étaient d'actualité de ton travail de tous les jours. Donc, motivation, si tu es passionné de ton travail et avec l'envie de grandir et de développer ton leadership, et faire des sacrifices pour démontrer ton leadership après, il n'y a pas meilleur espace, mais il faut de l'organisation, de la planification personnelle et savoir déléguer et partager les responsabilités avec ton équipe et aussi engager ton siège et ton équipe pour dire, voilà, on s'engage dans un cursus de formation, il faut qu'on fasse un aménagement de notre temps et une certaine façon de faire face à une dose de résilience aussi qui est très importante. Merci à vous.
Merci beaucoup, Tidiane. Et ça permet de répondre aussi, au moins en partie, à la question d'Amadou sur en quoi cette formation apporte comme plus à un manager dans la gestion de son équipe et d'atteindre des objectifs. On fait vraiment la distinction entre management et leadership, considérant que le leadership est à une échelle plus large et de fait, dans les comportements de leadership humanitaire sur lesquels on travaille dans ce cursus, on a l'un des comportements qui est construire une équipe ultra performante et qui est l'un des 6 comportements sur lesquels on travaille et qui inclut évidemment comment vous vous positionnez par rapport à votre équipe aussi, bien évidemment, comment vous co-construisez avec votre équipe, avec aussi un manager, avec des pairs, des collègues, avec des attentes, des personnes avec lesquelles vous êtes peut-être sur du management d'influence, mais pas hiérarchique. Et donc, ces aspects-là sont discutés. Et encore une fois, le partage entre les pairs est absolument essentiel. Ça ne se focalise pas que sur la partie du management, mais de manière plus empirique, comment les collaborations, comment les types de gestion d'équipe, par exemple, peuvent être variés. C'est apprendre à mieux se connaître pour être aussi à la fois un leader, mais bien évidemment aussi un manager plus performant aussi avec ses collaborateurs et collaboratrices. Amadou qui posait également la question de la différence avec la formation certification agile. On est au-delà de la certification, on est, je le rappelle, sur un diplôme universitaire de 3e cycle et donc avec à la fin une équivalence, vous recevez un diplôme qui est une équivalence de Master 1. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus approfondi et vous le voyez aussi dans le partage de Colas, de Gisèle et de Tidiane, sur quelque chose d'extrêmement engageant et qui dure dans le temps. Je voudrais, lisant la question aussi de Chloé, avancer peut-être sur des aspects plus pratiques à qui s'adresse le cursus, d'une part, parce que vous l'aurez vu, les profils de Tidiane, de Gisèle, Colas sont à l'image des autres participants et participantes des différentes cohortes. On n'est pas sur des profils juniors. On a voulu adapter ce cursus à des profils du middle et du top management des acteurs humanitaires. Et donc, pour cela, on a des préconditions. Elles sont basées à la fois sur l'expérience, donc 5 ans dans le secteur humanitaire et le développement, 5 ans d'activité salariée ou de consultance, quelle que soit la forme, mais en tout cas d'activité effective, et 3 ans dans un rôle, et ça fait écho à la question d'Amadou, dans un rôle d'encadrement ou de management. La raison, elle en est simple, c'est qu'on est sur un niveau qui, vous le voyez, est un niveau élevé, et donc pour à la fois la cohérence et la richesse des échanges et des partages, on veut que ce soit une cohorte harmonisée par rapport à cette expérience. Un bon niveau de français oral et écrit, puisqu'il y a des exigences académiques, donc cela fait partie aussi des préconditions, et un bon accès à Internet, et fatalement, d'autant plus en digital sur les unités, qu'elles soient, que ce soit les unités 1 ou 3 ou les unités intensives. On prend en compte le fait qu'on encourage aussi les candidatures qui viennent de pays où la connexion n'est pas forcément toujours très bonne, y compris dans des zones parfois isolées. Ce que l'on cherche à encourager les participants, les participantes, c'est de s'assurer d'être aussi proactif sur l'accès pour les enseignements et pour les unités intensives, un bon accès Internet pour des conditions de confort tout simplement d'apprentissage. Si vous avez une connexion erratique, ça rend extrêmement compliqué l'apprentissage. J'ai remis quelques exemples parce que ça vous donne une idée finalement des types de profils que l'on va retrouver dans les différentes cohortes et qui sont variés. Et ça fait vraiment partie des éléments sur lesquels on insiste, c'est-à-dire à la fois, je disais, une harmonisation au niveau de l'expérience
et en même temps, on valorise très, très fortement des cohortes qui soient diverses entre est-ce qu'on travaille pour les Nations Unies, est-ce qu'on travaille pour des ONG internationales ou des structures nationales et locales, et ça, on l'encourage très fortement. On a des profils qui vont en fonction des appellations, des nomenclatures, directeur pays ou chef de mission, mais aussi des chief of party, des coordinateurs de consortium, on en retrouve beaucoup aujourd'hui. Aux Nations Unies, ça peut être sur les profils internationaux, des P3 qui aspirent à des postes de P4 ou les équivalents pour les RH nationales au niveau du système UN. Et ça peut être des profils qui sont indépendants, de consultants, de travailleurs, d'experts ou expertes dans des instances régionales, internationales comme la BAD ou la Banque mondiale. Donc ça vous donne un peu cette idée de là où vous vous situez, parce que c'est quelque chose sur lequel on va porter une attention spécifique pour pouvoir ensuite avoir des débats, des discussions qui soient très riches et de haut niveau. Myriam, si tu veux bien, je te laisse pour cette partie-là. Oui, merci Ségolène. Donc, je me présente pour commencer. Je m'appelle Myriam, je suis australienne, je suis basée à Melbourne et je travaille pour le CHL qui est basé à l'université Deakin University depuis 1 an et demi. Je suis enseignante associée et enseignante de parcours professionnel. Je suis désolée, vous entendez peut-être les bruits de chez mon voisin. On est confinés ici à Melbourne et tout le monde est chez soi. Donc, je vous demande pardon. Les échelons. Donc, il y a des subventions pour quasiment tous et toutes les étudiants. Il y a 4 échelons différents. Et vous pouvez voir qu'il y a des coûts différents pour chaque échelon. Donc, commençons, je ne vais pas rentrer dans tout le détail parce que cette information est sur notre site web et je vous encourage à consulter le site pour avoir toutes les informations. Mais vous pouvez voir que l'échelon 1 est consacré aux pays non membres de l'OCDE et que c'est l'échelon le moins cher. L'échelon 2 pour le personnel d'organisations non gouvernementales sous des contrats internationaux ou du siège. Et échelon 3 du personnel des agences onusiennes. Et échelon 4, il n'y a pas de subvention. Donc, pour tous les autres échelons, il y a une subvention de la part de notre bailleur ou bien, et plutôt, de la part de l'université aussi. C'est le prix total pour toutes les 4 unités, mais le paiement se fait en 2 fois. Donc, une fois, la moitié de ces sommes, et pour les unités 1 et 2 au début, et puis l'autre moitié pour les unités 3 et 4. Ces prix sont en dollars australiens et les prix en euros sont approximatifs. Le paiement doit se faire en dollars australiens. D'accord. Je vais parler brièvement de quelques autres informations. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous encourage à consulter notre site web où il y a toutes les informations. Je vous encourage vivement à vous inscrire au plus vite parce que vous avez jusqu'au 31 juillet. Après, si vous avez à cœur de suivre cette formation et vous avez besoin d'avoir plus de temps, merci aussi de nous écrire. Mais nous avons besoin d'avoir une indication du nombre de personnes et comme on disait tout à l'heure, les places sont limitées. Donc, plus tôt vous postulez, mieux c'est. Il existe encore des bourses disponibles pour les femmes. Donc, si vous êtes intéressé, mais encore une fois, merci de consulter le site web ou bien de nous écrire.
Toutes les informations sur les bourses sont également sur le site web et vous pouvez faire la demande d'un formulaire pour demander une bourse. Il y avait une question tout à l'heure que je n'ai plus sous les yeux, donc je ne sais plus de la part de qui, mais savoir si la formation est payée par soi-même ou par son organisation. Vous avez le choix. Donc, si votre organisation est d'accord de vous soutenir de manière financière, c'est tout à fait courant chez nous. C'est une des options possibles. Il y a grosso modo 3 options. Votre employeur paye pour vous, vous payez pour vous-même ou vous recevez une bourse. Donc, voilà les 3 options possibles ou vous pouvez combiner. Payer une partie vous-même et vous mettre d'accord avec votre employeur pour payer une partie aussi. Voilà l'adresse email deslh-administratif@cfhl, the Center for Humanitarian Leadership.org.au. N'hésitez pas à nous contacter et je vais repasser à Ségolène. Merci Myriam pour ces informations pratiques. Et comme tu le dis, effectivement, on a pris une petite heure pour vous présenter ou vous représenter pour certains et certaines ce cursus. On espère avoir répondu aux questions principales et surtout, je voulais reprendre aussi la main pour remercier au nom du CHL, de Deakin, les 3 diplômés qui nous ont fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui et qui montrent aussi qu'au-delà même du cursus, il y a un réseau qui se crée au fur et à mesure. Et ça, dans la région d'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, y compris jusqu'à Madagascar, Colas où tu es, mais également on a eu d'autres participants et participantes qui travaillent à Haïti. Il y a un vrai réseau qui se crée et ça c'est extrêmement valorisant aussi pour continuer à échanger, partager des opportunités, des expériences. Donc on espère avoir répondu aux grandes questions que vous pouviez avoir à l'esprit. Et dans tous les cas, Myriam le disait, on a une adresse sur laquelle vous pouvez, n'hésitez pas à écrire, à poser des questions plus spécifiques, celles qui vous viendraient aussi dans les jours à venir. On mentionne le 31 juillet comme date de référence parce qu'à un moment donné, il faut bien donner et arrêter une date. Et on réavisera au cours du mois d'août pour une éventuelle extension, le cas échéant. Mais quoi qu'il en soit, merci à toutes et tous d'être venus participer, prendre part en tout cas à ce webinaire. Merci également à nos panélistes. Et puis, on va laisser défiler aussi une vidéo promotionnelle. N'hésitez pas pour celles qui ont encore quelques minutes à la visionner. Écoutez, je vous dis à très bientôt. En tout cas, je l'espère pour celles et ceux qui seront désormais convaincus de pouvoir candidater. À très bientôt et merci. Ce programme de leadership humanitaire, il est très important de par sa nature, la nature de l'enseignement, mais aussi du fait que ce n'est pas
des cours magistraux, quand même, nous sommes des adultes. Beaucoup de gens ont peur que ce ne soit des cours académiques. Je me suis inscrit parce que je suis arrivé à un moment de ma carrière où j'ai senti le besoin de me questionner moi sur la question de leadership et de mieux comprendre ce que je veux devenir, mais en même temps apprendre ce que les autres sont en train de faire afin de me façonner en tant que personne. Ces programmes-là, c'est vraiment une bonne opportunité pour nous d'approfondir, de nous arrêter, de nous poser des questions par rapport au système, par rapport aux pratiques, par rapport aux connaissances et de voir en fait les éléments qu'il faut améliorer. C'est un programme que j'ai beaucoup apprécié en tant qu'étudiant parce que j'ai vu la transformation que cela a entraîné avec moi. C'est alors avec beaucoup de satisfaction que j'ai vu cette année encore sur plusieurs personnes que j'ai eu à suivre en tant que coach, la transformation que cela entraîne et la conscience que les gens ont, que nos étudiants ont de cette transformation chez eux et de la nécessité encore du travail qui leur reste pour peaufiner en tout cas le leadership, être les meilleurs leaders de demain. Le programme de leadership humanitaire m'a permis en fait de mieux analyser une situation, d'un petit peu regarder où les équipes pouvaient être plus performantes en tenant compte vraiment de l'individu et de l'équipe en même temps et de pouvoir découvrir d'une certaine manière des leaders qu'on appelle de la base. Donc des leaders qui ne sont pas nécessairement en posture de management, mais qui ont vraiment quelque chose à insuffler à l'équipe. Et donc, pour moi, ça a été vraiment une expérience très forte pour voir comment chaque maillon en fait, de l'équipe est un élément essentiel dans une réponse d'urgence. J'encourage tout le monde à pouvoir postuler à ce programme, à pouvoir les faire pour transformer son leadership et apporter le leadership qu'il faut aux équipes des humanitaires pour améliorer la réponse humanitaire.